L'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. En 1808, Napoléon, qui a conquis le Grand-Duché de Varsovie, du moins ce qu'il appelle comme tel, c'est-à-dire les terres autour de Varsovie, décide, comme il le fait partout où il passe, de libérer les Juifs et de leur donner l'égalité civile. Donc, ça a été le cas en France avant lui avec la Révolution, ça a été le cas en Italie, en Allemagne, lorsque les troupes françaises de Bonaparte puis de Napoléon ont conquis des territoires. C'est le cas en Pologne en 1808. Cette égalité civile est toutefois trompeuse dans la mesure où les Polonais vont tout faire pour la réduire à néant. Ils n'appliqueront pas l'égalité civile promise par Bonaparte et promulguée par Bonaparte, qui est l'empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier, mais qui, là, est le protecteur de ce grand-duché de Varsovie. Et, en revanche, ils vont appliquer les mesures discriminatoires prises par Bonaparte, par Napoléon Ier, contre les Juifs d'Alsace, par exemple, pour les assimiler davantage et au plus vite à la société française. Ils vont appliquer les mêmes mesures, alors qu'elles n'ont pas le même sens, c'est-à-dire diminution des moitiés des dettes dues par les chrétiens aux Juifs, c'est-à-dire service militaire obligatoire, sans possibilité de se faire racheter pour ne pas effectuer le service. Donc, là, on trouve l'antisémitisme polonais traditionnel, l'antijudaïsme polonais traditionnel, qui fait que les Juifs qui avaient bien accueilli Napoléon Ier se retrouvent finalement dans la même situation jusqu'au moment où, en 1813, le Grand-Duché de Varsovie est détruit et annexé par Alexandre Ier. Le traité de Vienne de 1815 va agrandir le territoire russe en Pologne. Le Grand-Duché de Varsovie va être annexé purement et simplement à la Russie, alors que dans le plan de partage de 1995, Varsovie et ses environs étaient en Prusse. Là, toute cette partie de la Pologne centrale va être annexée par Alexandre Ier, et donc la zone de résidence juive va se trouver renforcée de quelques centaines de milliers de juifs supplémentaires, et Alexandre Ier va se retrouver avec 2 millions de juifs environ sous sa coupe. On a vu qu'il avait mis en place un statut un peu libéral en 1804. Il va le maintenir, mais en le modifiant quelque peu. Il va supprimer complètement toute l'autorité administrative l'autonomie administrative qu'avaient les Juifs dans le royaume de Pologne. On avait vu qu'il y avait un conseil des 4 pays qui désignait des délégués chaque année à Lublin pour débattre des affaires concernant la communauté juive, qui avait donc son autonomie administrative et juridique. Tout ça s'est terminé. Les Juifs ne gardent plus qu'une autonomie cultuelle. Ils peuvent désigner leur rabbin à condition d'avoir l'accord des autorités administratives russes, mais c'est tout. Il n'y a plus d'autonomie administrative et juridique pour les Juifs. Les Juifs passent purement et simplement sous la coupe des autorités tsaristes. Alexandre Ier essaye aussi de supprimer les aubergistes et les tenanciers de débit d'alcool dans les campagnes de la zone de résidence, en obligeant les Juifs à rejoindre les villes et, si possible, à devenir agriculteurs. Certains accepteront de devenir agriculteurs, mais d'autres vont affluer vers les villes sans formation, sans capacité de trouver un métier, et ça va encore aggraver la misère de beaucoup de familles juives.
Il va également donner des possibilités aux Juifs de devenir artisans dans à peu près tous les domaines, en les incitant à le faire avec des suppressions d'impôts spécifiques aux Juifs. Il aura un petit succès là-dessus, mais pas énormément. En fait, Alexandre Ier, peu à peu, va avoir une politique plus dure à l'égard des Juifs, sauf encore une fois, pour ceux qui vont accepter de se russifier ou de se polliniser ou même de se germaniser en abandonnant le yiddish comme langue de base, en se formant dans l'une de ces langues et en acceptant d'abandonner l'habit traditionnel et de suivre des formations scolaires, secondaires, puis universitaires. Et à ce moment-là, ils peuvent quitter la zone de résidence. Ça, il le maintiendra. Et ça permettra peu à peu à certains juifs, mais quelques pourcents seulement, d'aller s'installer comme avocats ou médecins à Saint-Pétersbourg, la capitale, ou à Moscou. Mais en même temps, il se méfie toujours des juifs et il va leur interdire, pour beaucoup, de vivre dans la zone frontalière avec l'Autriche et la Prusse. Et donc certains villageois vont devoir quitter leur habitat, eux aussi, pour aller vers les villes. Il sera interdit aux Juifs de vivre jusqu'à 50 km près des frontières prussiennes et autrichiennes. Comme ses successeurs, il va également essayer de christianiser les Juifs. Une société pour les chrétiens israélites va se créer, richement dotée, et là on fait miroiter aux Juifs tous les avantages possibles et imaginables s'ils deviennent chrétiens. Donc plus d'impôts spécifiques, possibilité d'accéder à tous les emplois de fonctionnaires, etc. Oui, très bien, sauf qu'il n'y a pas un juif qui a accepté de suivre ces recommandations. Et donc cette société de chrétiens israélites va être dissoute très peu de temps avant la mort d'Alexandre Ier, parce qu'elle n'aboutit à rien. Donc là, Alexandre Ier a eu des tentatives, des velléités libérales qui vont permettre à quelques juifs de vivre un peu mieux, mais pas à la grande majorité. Son frère Nicolas Ier, qui va lui succéder en 1825, va revenir, comme on le verra, terriblement en arrière. C'était l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.